Bonjour à tous, est-ce que vous jouez à des jeux indés? Que ce soit Cuphead, Binding of Isaac, Hollow Knight, Shovel Knight, Stardew Valley, Undertale ou même Minecraft à sa sortie, on a tous joué au moins à un jeu indé. Mais quand on regarde de plus près, ils sont tous sortis ces 10 dernières années. Mais pourquoi pas avant? Et quel est le premier jeu indé? Bon, déjà, pour commencer, c'est quoi un jeu indépendant? Eh bien c'est une très bonne question, mais aussi très dure car la définition est très vague. Un jeu indépendant est un jeu vidéo créé généralement par des individus ou des équipes de développement relativement petites et sans le soutien financier de grands éditeurs du jeu vidéo. Il s'oppose donc au AAA, mais le terme indépendant peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios où le développement du jeu présente une certaine indépendance créative par rapport à un éditeur, même si ce dernier aide à financer ou à distribuer le jeu. Alors notre histoire commence en 1958 avec Tennis for Two conçu par William Higginbotham et développé par Robert Dvorak sur un oscilloscope militaire. Le concept était simple, un point de lumière qu'il faut se renvoyer pour faire un tennis à deux, et voilà. De pure partie de plaisir. Il est cependant le premier programme à être développé dans un but de divertissement. C'est donc le premier jeu vidéo. Et donc il doit être le premier jeu indépendant parce que bon, il y a une petite équipe, pas de soutien financier d'une grosse entreprise, voilà, c'est plié. Oui, mais non, car le jeu n'était pas prévu pour être vendu et distribué, par conséquent ce n'est pas un jeu indépendant. On va donc avancer un petit peu dans le temps jusqu'en 1972. Cette année-là sort le cultissime Pong, distribué par Atari, qui est un jeu d'arcade de tennis encore, pas très original. Évidemment, Pong n'est pas un jeu indé, car comme on vient de le dire, le jeu est distribué par Atari, donc ça l'invalide d'office. Alors, pourquoi en parler si on est sûr que c'en est pas un? Tout simplement parce que c'est un moment pivot dans l'histoire du jeu vidéo. Car en effet, c'est le premier succès commercial, et par conséquent, c'est lui qui va lancer toute l'industrie du jeu vidéo. On continue et on arrive en 1976, où une jeune femme du nom de Joyce Weisbecker a développé à seulement 17 ans des jeux pour Studio 2, une console de RCA. Elle aura fait 3 jeux pour cette machine, TV Schoolhouse 1, Speedway et Tag. Alors la Studio 2 de RCA est une console de deuxième génération parue en 1977. Et contrairement à l'Atari 2600, elle ne possède pas de manette ou de joystick détachable, mais ces espèces de boutons sur la console même. Ce qui doit pas être fou si on joue à deux. Bon, c'est bien, mais du coup, les jeux, ils sont bien ou pas? Eh bien, là aussi, c'est assez difficile de juger, parce que ce sont quand même des jeux qui sont sortis en 1977. Mais bon, on va quand même essayer, on va lancer Speedway. Ouais, c'est un jeu de course où on contrôle notre voiture carrée dans de nombreux circuits au nombre de 1. Après, c'est très dur de juger ça aujourd'hui car ça a vraiment vieilli et la profondeur de jeu est inexistante. Après, pour beaucoup, Joyce est la première développeuse indépendante, parce qu'il y a une petite équipe et il n'y a pas un soutien financier d'une grosse entreprise. Mais il manque encore la composante créative et innovante, car les jeux de Joyce ne sont ni plus ni moins que des clones de jeux déjà existants. Du coup, c'est toujours pas ça. Après, si on se rappelle bien, on est dans les années 70-80, et c'est aussi l'explosion de la micro-informatique. Et donc on va avoir une explosion d'une catégorie amateur. Non, pas celle-là. Une catégorie amateur, donc, parmi les programmeurs, notamment grâce au BASIC. Mais du coup, c'est quoi le langage BASIC ? Le langage BASIC est l'acronyme anglais pour Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, soit littéralement code d'instruction symbolique multi-usage du débutant. Il est probablement un des langages de programmation les plus connus. Il est créé en 1964 et a pour innovation de permettre des actions interactives et des calculs matriciels. Il est utilisé pour la première fois sur un ordinateur central temps réel, le GE265, un ordinateur 20 bits conçu en 1959 par Arnold Spielberg, le père de Steven Spielberg. Il sera ensuite repris par Bill Gates de Microsoft en 1977 pour Atari. Il va se répandre dans tous les micro-ordinateurs mais aussi les premiers compatibles PC d'IBM. Il va ensuite lentement disparaître pendant les années 80. Bref, la compréhension du BASIC se répand dans beaucoup de foyers grâce à des livres sur le BASIC, comme celui-ci par exemple. C'était de vrais livres scolaires, style livre d'exercice avec plusieurs cas pratiques pour bien comprendre et assimiler le langage. Le ZX Spectrum était d'ailleurs populaire auprès des programmeurs amateurs britanniques pour cette raison. Ça et son prix. Bon, donc on peut dire que parmi tous ces programmes amateurs, il doit bien y avoir le premier jeu indépendant. En théorie, oui, mais le problème c'est qu'à cette époque, les gens s'échangeaient leurs programmes directement via shareware. C'est un moyen qui consiste de partager une démo gratuitement, puis le jeu complet contre de l'argent. D'ailleurs, ID Software va s'en inspirer pour la sortie de Wolfenstein 3D et Doom.
Après, il n'y a pas encore d'internet ou de plateforme comme Steam, mais on va y venir. Car courant des années 90, l'intérêt des jeux 3D attire tout le monde. Cependant, développer des jeux 3D est très cher, du coup pendant un temps, il ne va pas y avoir trop de développeurs amateurs. Les choses vont commencer à bouger au milieu des années 2000 grâce à la distribution numérique notamment. À côté de ça, on trouve aussi des logiciels comme GameMaker et des moteurs comme Unity et Unreal Engine qui vont grandement aider les jeux amateurs. D'abord, les gens partagent leurs jeux par mail comme Letisport avec un concept tout simple qui est de faire des home runs avec des penguins. Un concept tout con qui va énormément tourner à l'époque au point d'être réédité plusieurs fois, mais c'est toujours pas vraiment un jeu indé. Puis la fin des années 2000 approche et alors que Steam commence à se répandre sur tous les PC, un jeu est publié, Super Meat Boy. C'est un jeu de plateforme 2D sorti en 2010 où on doit sauver sa petite amie, Pandash Girl. Alors évidemment, le jeu est très fortement inspiré de Super Mario Bros, notamment dans ses éléments de gameplay. Il est designé pour être axé die and retry, avec des niveaux assez durs. Mais si on aime le challenge, on ne sera pas frustré car le jeu gère très bien son challenge and reward. Et chose intéressante, on voit les traînées laissées par Meat Boy et quand on finit un niveau, on revoit tous les essais qu'on a fait, ce qui est très satisfaisant. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'il s'agit du premier jeu indé, et pourtant pas du tout. Super Meat Boy est plutôt le premier gros succès de la scène indépendante qui a permis de démocratiser le genre auprès du grand public. Puis ce sera d'autres boutiques comme WiiWare ou les boutiques de la Xbox 360 et PS3 avec des jeux comme World of Goo. C'est aussi à ce moment-là que les jeux indés vont prendre une direction différente des AAA. Car si dans les années 80 on cherchait surtout à reproduire des jeux similaires aux gros développeurs, à partir des années 2000, on va voir toute une catégorie de jeux ultra innovants et différents de ce qui se fait à côté. D'un côté, les gros jeux qui sortaient en parallèle étaient de moins en moins originaux et se ressemblaient tous. Et c'est justement en ça que les jeux indés vont se démarquer. À une époque où tous les gros jeux étaient similaires en 3D et Full HD, on voit des jeux 2D pixel art comme Shovel Knight ou Terraria avec des idées de gameplay ultra originaux, comme Undertale qui joue avec les codes des jeux vidéo et propose des expériences uniques au moment de sa sortie. Ou encore Cuphead qui utilise des scènes dans le style de ceux des années 60 et qui a nécessité un travail colossal car il fallait dessiner et coloriser chaque moment de chaque animation. Finalement, on remarque que les jeux indés ont pris une sacrée place dans l'industrie quand on voit Nintendo leur dédier des événements comme les Indie World. Mais du coup, au final, c'est quoi le premier jeu indé ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse. Si à la base les jeux indépendants sont nés de quelques amateurs qui souhaitaient simplement créer leur propre jeu en les calquant sur ceux auxquels ils avaient déjà joué, courant des années 2000, ils auront su se détacher des jeux à gros budget en proposant des expériences innovantes et atypiques desquelles certains gros studios s'inspireront, avec notamment le retour des jeux pixel art comme dans Octopus Traveler de Square Enix. Et comme avant les jeux amateurs se partageaient sans boutique, c'est difficile de donner un début au genre. Les jeux à gros budget et les indés se sont toujours influencés l'un l'autre. Et des fois un jeu indé va influencer d'autres jeux du genre. C'est le cas de Minecraft qui a popularisé le genre du jeu de survie avec une composante de craft et le genre du bac à sable qui inspirera quelques autres jeux. Et finalement, les jeux indépendants ont toujours été présents dans l'ombre avant d'être enfin mis sur le devant de la scène par l'industrie. Mais on peut alors se demander si un tel soutien de la part des boutiques et des éditeurs en font encore d'eux des jeux indépendants.